Voilà, bonjour à tous les amis d'Anglo-Congo. Bonsoir à certains d'entre vous. Nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2019. Nous sommes revenus pour faire l'analyse. C'est vrai qu'il y a eu un temps mort et je l'avais prédit que nous serons un peu absents. Mais j'ai reçu beaucoup de messages venant des amis d'Anglo-Congo, de certains amis qui m'ont dit qu'est-ce qui se passe. Donc, on ne faisait plus les directs parce que, comme je l'avais dit, j'avais autre chose à faire, mais nous ne cessions de poster sur notre page Facebook les informations concernant notre pays. J'ai fait cette analyse aujourd'hui. Il y aura encore une interruption peut-être de 3-4 jours. Après, nous allons revenir pour faire l'analyse parce que il faut le dire que nous serons en déplacement et en train de faire autre chose. Voilà. Aujourd'hui, le titre, c'est Au-delà des urnes. Au-delà des urnes. Mais avant que nous puissions aborder ce sujet que nous allons analyser, nous voulons respecter la tradition qui veut que nous puissions reconnaître les 10 premières personnes qui se connectent sur nos directs. Il y a Justa Bénédiction, il y a Kani Kaninda, il y a Aimé Chiteku Christian, Chanti Somiso, Mukenge Blaise, il y a Sol Esther Kass, il y a Daniko Kalumbu, il y a JNFB Bondekwe, il y a JNT Jésus Janou, il y a Kisekeli pour les Congo, il y a Ghislain Gentis Chanti Somiso qui dit bonsoir, je lui dis aussi bonsoir. Il y a révérend Israël Kabea, il y a sénateur Tshisekedi qui dit bonsoir mon frère, je lui dis bonsoir. Il y a Ndaya Lamar Villa, il y a Paul Smith, Paul Smith, ça fait belle lurette. Il y a Passi Loubaki, Passi bonsoir, pasteur Paul, il y a Moulamba, il y a Aimé Chiteku, il dit bonsoir papa, je dis bonsoir. Il y a Lily Rose, bonsoir Ango, je dis bonsoir maman Lily. Mokondi Abatunio, Sosali, mon frère, salut. Cléophas Balengela, il y a le révérend pasteur Israël Kabea qui me dit bonsoir, je dis bonsoir, homme de Dieu. Il y a Aimé Kalenda, il y a Dieudonné Ilunga qui dit bonsoir en Congo, je dis bonsoir à Dieudonné, à Arnaud Lettre et Timothée Kapinga. Il y a Mukenge Blaise qui dit bonjour mon frère, je dis bonjour à Mukenge. Il y a Matondo Bijou qui dit bonsoir mon frère, je dis bonsoir Matondo. Il y a Denis Mangani Mawakani, il y a Arnaud Lettre A, il dit salut, je dis salut. Freddy Mwakana, qui c'est qui dit pour les Congos, il dit hello Anglo-Congo, hello my brother. Donita Massani de Kinshasa, bonsoir, bonsoir mon frère, ma soeur, ou mon frère, excusez-moi. Donita, ça sonne dame. Alors, bonsoir à partir de Kinshasa. Patrick, vous êtes tellement nombreux. Il y a Patrick Smov Muntu qui dit bonsoir Anglo-Congo. Je dis bonsoir Selby Doya qui dit bonsoir. Dieudonné qui me dit bonsoir et qui dit heureux de m'entendre. Merci beaucoup. Guigui Mukambi, il y a Alexandre Amoyangi, Toumba Kolecha, Henri Mouteba, Sylvain Founi, Richard Moukeli, Jackson Kalombo, Guy. Vous êtes tellement nombreux, il y a Maman Thérèse Colomoni, Chaïma, Lisa Maria, Aaron Sonny Wellington, moi aussi, Guigui, m'a commis plaisir de te revoir encore, Caleb, waouh, je ne saurais terminer, nous sommes largement au-delà des 10 premières personnes qui se connectent, ça me touche au cœur, alors que je n'avais pas annoncé, merci beaucoup. Merci à vous tous, que Dieu vous bénisse, même si je ne vous ai pas mentionné, mais croyez-moi, vous n'êtes pas moindre. Votre connexion sur notre page fait la différence, même si vous étiez toute seule ou tout seul. Merci, merci, merci. John Kantu Kubianza, merci Jacques Kassongo, merci à tout le monde. Roger Massamba, merci beaucoup pour ton soutien.
Jacques Lukunku, merci à Patience Mathilde, merci à Didier Kanangila, Adi Madivova, vous êtes nombreux, Bobo Ange Sangui, David Bellard, maître, merci beaucoup. En tout cas, merci infiniment. Au-delà, désir, merci, je ne saurais ne pas dire merci à Stanislas Tamboué, qui fait un grand travail pour notre pays. Merci beaucoup pour les sacrifices. Nous savons que ça demande beaucoup pour faire ce que vous faites. Voilà. Alors, au-delà des urnes, parce que nous sommes déjà au-delà des urnes, en fait. Mais même avant les urnes, vous savez, nous avons eu des élections les plus, j'allais dire, ces élections ont connu une forte mobilisation de notre peuple, la détermination même, j'allais dire, parce qu'à certains endroits, il y avait la pluie, il y avait des défis, on a vu des gens bénis, Boutembo, bien que pour des raisons d'Ebola, les gens s'improvisaient, allaient voter de manière symbolique. La campagne s'est faite, vous connaissez tous, des gens dans le passé, dans un climat de parfois d'intimidation, parfois aussi de liberté. Donc, on ne pouvait pas prédire ce que beaucoup, en tout cas d'analystes à travers le monde, ne pouvaient pas prédire que les choses puissent atterrir de la manière qu'elles ont atterri. Mais il y en avait aussi qui pensaient que non, ça sera des élections chaotiques. Nous étions parmi ceux-là. Nous avons dit que ça sera des élections chaotiques. Elles étaient chaotiques. Et aujourd'hui, les résultats aussi, il faut les dire, quelque part, empathie. Mais le pays doit continuer. Le pays doit continuer. Le pays doit fonctionner. Et le pays doit être reconstruit surtout. Reconstruit. Alors, au-delà des urnes, nous avons essayé de glaner. Vous savez, quand il y a une explosion, ou bien quand il y a une récolte, les gens rentrent sur les lieux pour non seulement constater les dégâts, mais aussi essayer de comprendre les lieux d'impact, qu'est-ce qu'il y a eu au juste, qu'est-ce qui a motivé ce qui s'est passé. Plus le temps passe, plus nous sommes en train de comprendre petit à petit davantage ce qui s'est réellement passé. Ce qui s'est réellement passé. Aujourd'hui, je dois avouer que j'aurais quelque part une difficulté de tout dire parce que certaines sources nous demandent encore de la patience. Il y a même des informations liées à la sécurité du pays et pour ne pas gêner certaines enquêtes, certaines démarches des autorités du pays. Nous allons dire certaines choses à petits mots, mais nous avons essayé de comprendre chaque camp, parce que parlons-en clairement, il y a le camp Lamouka et les camps Cash, qui sont tous de l'opposition, parce qu'il y a beaucoup plus de polémiques ou de controverses entre Lamouka et Cash. Vous savez, les candidats de Lamouka, c'était Martin Fayoulou, qui, nous signalons, demain, il aura un meeting, le tout premier, après la publication du résultat et surtout la prestation de serment du président Félix Tshilombo à Antoine Tshisekedi. Martin Fayoulou a pris rendez-vous avec le public à la place Sainte-Thérèse, en Djili. Le meeting a été autorisé. Le régime ne veut que, concernant les manifestations, que l'autorité soit informée, chose qui a été faite. Monsieur le gouverneur sortant, André Kimbuta était saisi et l'hôtel de ville de Kinshasa a autorisé. Cela veut dire qu'ils ont pris des dispositions pour un bon encadrement de ces meetings. Le tout premier, je disais, donc, de Martin Fayoulou sous les labels de la coalition à Lamouka. Alors,
Lors de ma dernière analyse, j'avais parlé de certaines choses. Il y a un frère qui a essayé de me demander de donner mes sources en me défiant ce qui est un droit. Mais vous savez, on ne donne pas toujours les sources. Hein. On ne donne pas. D'ailleurs, en journalisme, les gens savent qu'un journaliste n'est pas obligé de donner ses sources. Hein. Il a le droit, s'il le veut, de protéger ses sources. Et s'il estime que en dévoilant ses sources, cela ne va pas causer du tort à son travail, il peut le faire. Mais s'il estime que ça peut causer du tort à son travail, ça peut constituer un cas d'insécurité pour la source. Aussi, ça peut gêner une enquête. Il a le droit de se taire. Alors, les élections, les gens sont allés aux élections, mais en dehors du peuple qui a les électeurs qui déposaient le bulletin dans l'urne, bulletin venant des machines à voter, il faut le dire, il y avait d'autres démarches parallèles des deux camps. On ne les diront jamais assez. Ceux qui nous suivent, nous avions relevé à l'époque par nos analyses que chacun s'appuyait sur un certain nombre de partenaires, d'alliés dans la sous-région, sur les continents africains, au-delà du continent africain. Et c'était juste pour que les gens comprennent que les résultats allaient certainement être quelque part aussi les reflets de l'impact de ces alliances, des amitiés, des partenariats. Mais nous avions aussi parlé de l'impact de la technologie, parce qu'on a utilisé les machines à voter, parce qu'il y avait un serveur, parce qu'on a fait les transferts électroniques des résultats au début. Nous avions dit que ces élections, nous devons nous attendre. Aujourd'hui, c'est le cas quand vous utilisez la technologie de l'information, comme dans beaucoup de pays, nous entendons les cas de hacking. Et ces jours-ci, j'ai la bénédiction d'avoir dans ma maison mon fils, donc un neveu à moi, qui fait les IT, et qui travaille dans les IT, qui m'a expliqué encore en profondeur beaucoup de choses. J'avais dit qu'il y aura une guerre technologique, hein, et donc les gens vont essayer de chercher à avoir des données par des voies détournées. Alors, premier constat, nous avons constaté par exemple que la Mouka avait recouru au service d'une maison qu'on appelle Adi Consulting. Comment nous avons découvert ça? C'est le ministre, l'ancien ministre de Finances et le numéro 2, ex-numéro 2 du parti MDC, parti d'opposition au Zimbabwe. J'avais eu le privilège de rencontrer cet avocat, ce brillant avocat, Tendai Biti, une fois dans ma vie. Un homme qui est très au courant de ce qui se passe dans la sous-région et surtout au Congo. Parce qu'à l'époque, il y a plusieurs années, plus d'une décennie, quand je l'avais rencontré, il venait de rencontrer à Paris M. Alassane Ouattara, qui à l'époque n'était pas encore président, parce que le président Laurent Gbagbo était encore au pouvoir. Et à l'époque, les Zimbabwe venaient de connaître en tout cas, Thabo Mbeki était engagé dans la résolution de la crise politique au Zimbabwe. Et le même Thabo Mbeki était annoncé chez nous pour essayer de résoudre la crise politique chez nous. Bon, moi, je l'avais rencontré pour autre chose, mais quand il a appris que j'étais de la RDC, il m'avait dit, ah non, voilà, je reviens de Paris il y a 2 semaines, où j'ai rencontré M. Alassane Dramane Ouattara, et nous avons parlé longuement. Donc, ils avaient parlé de la crise en Côte d'Ivoire,
d'autant plus que Thabo Mbeki était aussi médiateur de cette crise. À l'époque, Thabo Mbeki était président. Il dit qu'il ne faut rien attendre de bon de Thabo Mbeki. Et il va me dire, vous avez un opposant chez vous, un monsieur Tshisekedi, il avait du mal à prononcer ce nom. Il me dira, mais si vous aviez ces contacts, il faut lui dire qu'il soit très prudent avec Thabo Mbeki parce que nous, les Zimbabwéens, ce sont ces termes, nous avons eu une très mauvaise expérience avec lui et je viens de parler avec Ouattara, il s'est plaint aussi de Thabo Mbeki et donc rien attendre des bons de Thabo Mbeki. Alors, monsieur Tendai Biti, nous avions parlé de la politique de son pays, de l'Afrique du Sud, de la SADC à l'époque. Monsieur Tendai Biti, pour la petite histoire, lors des dernières élections au Zimbabwe, il avait lancé un appel pour que les gens descendent dans la rue pendant que la CENI, enfin, j'allais dire, leur commission électorale était en train de prendre du temps pour publier les résultats. Et l'opinion soupçonnait comme si on était en train de préparer la fraude. Alors, M. Tendai Biti avait lancé un appel et par la suite, vous savez, les gens étaient, quand on a publié les résultats, les gens étaient dans la rue et il y a eu des morts. On cherchait à l'arrêter. Il a quitté les Zimbabwe clandestinement, il s'est retrouvé en Zambie, et en Zambie, le gouvernement du président zambien Edgar Lungu va l'extrader contre l'avis de son avocat et même contre l'avis du département d'État américain. Alors, Tendai Biti et M. Craig de Brenthurst, qui est une fondation basée en Afrique du Sud, ils avaient publié un article. Et dans cet article, ils avaient dit que Lamuka, donc Martin Fayulu, il parlait de Martin, quelque chose de commun avec le président zambien et le président zimbabwéen. Et qu'ils avaient recouru tous à une organisation, à une maison de consultation électorale, surtout en matière digitale. Mais il n'avait pas cité de nom, il a dit cette organisation est arrivée en Afrique pour la première fois par la Zambie, avait aidé le président zambien pendant les élections de 2016 et c'est un ancien secrétaire général de l'OTAN qui avait introduit cette organisation auprès du gouvernement zambien. Alors, nous avons tout fait pour trouver les noms de cet ancien secrétaire général, les noms de la dite maison. En tout cas, honnêtement, je n'étais pas parvenu. J'ai demandé à un ami qui travaille avec moi dans l'ombre. Finalement, je vais appeler un des amis d'Anglo-Congo, quelque part, et c'est lui qui va me permettre, qui va finalement me donner des informations qu'il avait trouvées. C'est lui qui va me donner des articles où on a parlé de Ali Consulting. C'est lui qui va un peu m'expliquer, mais il m'a envoyé des documents, j'ai pu lire et j'ai fait des recherches. Alors, dans cet article, avant que je ne continue avec Ali Consulting, on a montré, par exemple, comment est-ce que le Rwanda, qu'on connaît, qui n'a pas de tradition démocratique, c'est une dictature, j'allais dire quasi mono-ethnique, comment les Rwandais pouvaient se permettre de s'imposer à devenir un pays qui vient vérifier la crédibilité des élections dans un autre pays, parce qu'il faut le dire, en matière démocratique, la RDC est beaucoup plus avancée par rapport au Rwanda. Nous avons plusieurs chaînes
des radios, des télévisions, certaines appartenant aux opposants. On en a ouvert d'ailleurs, c'est l'une des mesures, je crois, depuis l'arrivée de M. Félix Tshisekedi à la tête de notre pays. La chaîne proche de M. Moïse Katumbi est en train d'émettre à Lubumbashi. Et les gens, de temps en temps, ils ont le droit de manifester, de faire des grèves. C'est là, parfois, c'est fait au risque de leur vie. Mais quand on compare avec le Rwanda, nous sommes un pays, souvent on ne se rend pas compte, et ça c'est même sous Joseph Kabila, nous sommes un pays qui était en avance par rapport à l'ouverture démocratique, même s'il reste beaucoup à faire. Et ici, nous voulons saluer M. Félix Tshisekedi et les gouvernements sortants de Tchibala, parce qu'ils sont encore là, mais aussi M. Kimbuta, les gouverneurs sortants, pour avoir autorisé pendant 7 ans les meetings de la Mouka. C'est déjà un bon pas. Nous espérons qu'ils vont continuer à permettre aux gens qui ne partagent pas, bien qu'ils ne sont pas de leur famille politique, de s'exprimer. C'est très important. Alors, quand nous avons consulté tous ces documents, nous avons compris qu'il y a eu un travail. Aldi Consulting, par exemple, était parvenu à faire élire, et ils étaient fiers de le faire, à faire élire à Costa Rica un candidat qui était un outsider, quelqu'un vraiment dont on ne s'attendait pas qu'il allait remporter les élections à Costa Rica. Mais dans leur promotion, ils disent que, bon, d'abord, ils assistent les candidats pendant la campagne. Hein? Ils assistent parce que c'est une maison qui travaille. Disons, clairement, quand nous parlons digital, là, il s'agit de l'Internet, c'est-à-dire, vous êtes, ils trouvent des groupes. Vous savez, quand nous entrons sur le Facebook, nous laissons nos données là-bas. Hein? À travers Facebook, on peut savoir quel genre d'activités que nous faisons, quel genre de personnes nous sommes en contact. Et par rapport à ça, on peut déterminer ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. Notre tendance, est-ce que vous êtes une personne, on peut savoir que tel, c'est quelqu'un qui est très engagé, par exemple, dans les gospels, donc l'évangile. Telle autre personne, on peut dire qu'il a pour passion Real de Madrid, donc c'est quelqu'un qui suit les championnats d'Espagne. Tel autre, on peut dire que c'est un fan d'Arinkle Motema Pembe, de Mazembe, de V-Club, de Renaissance, pour citer tous ces grands clubs du Congo, de Lupopo. Donc, à travers Facebook, nous sommes en train de perdre une partie de notre vie privée, ou bien carrément, nous donnons ouverture à des intrus, hein, sans le savoir, sans le vouloir. Et il y a des maisons de marketing politique, de marketing commercial, tout ce que vous voulez, qui peuvent demander, qui peuvent utiliser ces données, ces informations pour déterminer qui nous sommes et arriver par la suite de déterminer un certain groupe ou bien une communauté de gens parce que nous sommes connectés les uns aux autres. On peut déterminer que dans tel quartier vivent, parce que nous y mettons, par exemple, je viens de tel endroit, et voilà. On peut déterminer, on peut avoir un profil d'un groupe de gens. Et ceci est important quand on veut faire de vous ce qu'on appelle target group, c'est-à-dire les groupes visés, les groupes qu'on veut atteindre, pour soit faire passer une information, soit pour vous mobiliser. Donc, on passe par on utilise, on exploite toutes ces données et finalement, vous trouvez, il y a une chose qui se répand, tout ça.
Mais au-delà de tout ça, il y a aussi la manipulation des images, par exemple. Hein? Ce qu'on appelle fake news, c'est surtout aujourd'hui, malheureusement, au niveau de réseaux, de ces réseaux que nous utilisons, les médias sociaux, qu'il y a beaucoup plus de fake news qu'au travers des médias traditionnels. Alors, les politiciens ont trouvé à travers les réseaux sociaux, souvenez-vous de la campagne de Barack Obama, hein, surtout de sa première campagne, et souvenez-vous même de Trump, on a découvert qu'il y avait une maison britannique qui avait travaillé pour lui, qui avait fait ce travail avec la complicité de Facebook. Le propriétaire de Facebook était interpellé au niveau du Congrès américain pour avoir donné des informations sur un certain nombre de gens qui ont été exploités par une maison louée et qui aurait travaillé pour M. Donald Trump. Donc, aujourd'hui, pendant la campagne, les politiciens recourent à ce genre de maisons. Le président Kenya, la même chose. Il avait recouru à cette maison de consultation britannique. Mais comme je disais au-delà, il y a aussi la manipulation de l'information, la manipulation des images. Moi, en tout cas, personnellement, il faut que je le dise, pendant la campagne au Congo, j'étais tombé sur une image qui était manipulée par un média congolais qui se trouve en Belgique, qui est d'ailleurs très suivi, où on a mélangé des images, mais on présentait ça comme la même image. Hein? Ça, c'était sur un candidat. Alors, parce que, m'a-t-on expliqué par un expert, on peut créer un événement. À partir d'un événement virtuel, finalement, créer un vrai événement. Donc, on peut prendre des images, on dit, je prends l'exemple, on peut dire que, écoutez, M. Médard Tchibasu descend à Lingwala, et puis, on met des images, on bombarde sur Facebook, des commentaires, tout ça, peut-être ça ne correspond pas à la réalité, mais comme ça fait du buzz sur Facebook et sur WhatsApp, finalement, quand on va annoncer qu'il va à Lemba, ou bien qu'il va à la Kenya, ou bien qu'il va, je ne sais pas, à Kasangulu, à Mbujimai, à Mobaye Mbongo, il devient l'objet de curiosité. Les gens vont dire, mais qui est ce monsieur qui est en train de, autour de lui, à du buzz? Et finalement, on crée l'engouement qui n'était pas là au départ. Et ça, on a vécu ça au Congo. On a vécu ça au Congo. On a vécu la manipulation d'images parce que cette maison fait aussi cela. Mais alors, quand la maison la parle d'elle-même, elle dit qu'elles sont surtout très efficaces. Et c'est là qu'elle joue un grand rôle entre le moment, l'instant où les derniers électeurs déposent son bulletin de vote dans l'urne et le moment de la publication des résultats. Or, quand vous regardez, l'instant où on dépose le bulletin de vote et la publication, les électeurs ne sont plus actifs, il n'y a plus campagne, même les candidats. C'est le moment où on fait ce qu'on appelle les traitements, les traitements des résultats, donc des choix des électeurs. C'est à ce moment-là qu'ils disent et jouent un rôle très déterminant. Cela sous-entend qu'ils font un travail au niveau des traitements même de ces résultats. Mais comment les font-ils? Eh bien, certaines langues, hein, je parle ici de certaines personnes qui avaient attiré l'attention, par exemple, des électeurs zambiens, c'est la présence de cette maison en Zambie. Ils disent que bon, ils ont des programmes, des softwares très puissants. Ils ont la capacité, certaines maisons ont la capacité de faire les hacking, donc le piratage. Et
aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en vogue, qui paye, qui malheureusement c'est illégal parce que les gens se permettent d'entrer en possession des informations dont ils ne sont pas censés avoir avec eux. Alors, cette maison dit que pendant ce laps de temps-là, qu'elle joue un grand rôle. C'est clair, j'ai demandé à un expert, donc quelqu'un qui est chez moi du domaine, qui m'a dit non, écoutez, d'ailleurs j'avais promis dans la mesure du possible de lui faire parler, si Dieu nous prête vie et que nous sommes ensemble, je pourrais le faire intervenir dans une des émissions pour qu'il explique. Je lui ai posé la question, est-ce qu'au moment, par exemple, du transfert des résultats, quelqu'un qui n'a pas l'accès au serveur peut-il soutirer des informations? Il m'a dit, mais oui, on peut prendre les informations à la source, on peut prendre ça au milieu et on peut prendre ça au serveur, donc au finish. Et il m'a dit, il n'y a pas de doute que le système informatique de la CENI était piraté au regard de certaines fuites et aussi de la vulnérabilité d'une manière générale de cet outil que nous utilisons aujourd'hui et surtout les systèmes informatiques de la CENI, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc, plus le temps passe, plus nous nous rendons compte et qui étaient les partenaires. Pour Cash, pour parler de Cash, je n'ai pas encore trouvé, mais j'ai une information que Cash, vous le savez, ils avaient un centre de compilation dont ils n'avaient pas parlé avant les élections. Pour Cash, semble-t-il, ils étaient connectés à une maison en Afrique du Sud. Mais la personne qui m'avait donné l'information, c'est une personne très crédible, n'a pas voulu en dire plus. Et vous allez comprendre, je ne dis pas forcément que c'est une structure du gouvernement sud-africain, mais vous pouvez comprendre que l'Afrique du Sud, on l'a vu, nous l'avions annoncé, a joué un grand rôle concernant, en appuyant Cash, pour être franc. Vous avez aussi, en dehors de cela, ce que nous avons appelé la diplomatie qui a accompagné ces élections, les contacts à gauche à droite. Aujourd'hui, je viens de lire Alan Doss, qui fut le patron des représentants de la MONUSCO au Congo, et monsieur le propriétaire de la fondation Ibrahim Imo, ils ont fait une déclaration disant qu'ils demandent la CENI de donner les résultats. Donc, pour eux, ils estiment que les résultats publiés ne sont pas conformes au choix fait par le peuple. Bon, cette controverse sera toujours là. Pour dire les choses clairement, la controverse sera toujours là. Et la structure à blâmer, c'est d'abord la CENI, qui doit et qui devrait mettre en place des mécanismes de transparence de telle sorte que qu'aucun des candidats n'ait le moyen de soupçonner la CENI d'avoir travaillé pour la fraude. Voilà. Mais au-delà de cela, ce sont les personnages, c'est l'organisation même des fondations IMO et de la fondation Kofi Annan, parce qu'Alan Doss, nous l'avons vu à Genève. Ono, il représentait la fondation Kofi Annan, et monsieur, la fondation Ibrahim Mo, vous le savez, nous avons vu, elle a toujours été là, donnant des prix de bonne gouvernance à certains acteurs politiques du continent et même aussi à certains hommes d'affaires. Mais quand vous voyez une organisation, il faut toujours se poser la question. Elle est de quel côté? Quelles sont ses tendances? Quels sont ses contacts? Le patron de cette fondation, il est d'origine soudanaise, mais c'est un monsieur qui a vécu longtemps, qui vit encore en Angleterre, qui a des entrées là-bas, et vous aurez constaté, par exemple,
l'Angleterre ne s'est pas beaucoup prononcée sur les résultats des élections chez nous. Hein, c'est un constat, vous aurez constaté ça. Et mais on sait que ce monsieur est très proche, par exemple, de Paul Kagame, lui qui prône la transparence, la bonne gouvernance, la transparence pour les résultats, parce qu'aujourd'hui, procéder, je n'ai pas vraiment les comptages, qu'on donne les résultats bureau par bureau, on se pose la question, sa cohabitation avec Paul Kagame se passe comment? Parce que Paul Kagame, les élections au Rwanda, ce n'est un secret pour personne, ni pour les Britanniques, ni pour les Américains, ou tous les Anglo-Saxons. Les élections au Rwanda sont très loin d'être démocratiques. Alors, très loin d'être démocratiques. Bon, il y va au Rwanda, et semble-t-il, le leadership de Kagame, en ce qui concerne le business, et la lutte contre la corruption, c'est un modèle. La première corruption, c'est quand vous ne donnez pas des vrais résultats des élections. Quand vous volez le pouvoir du peuple, qui est le souverain primaire. Mais, pour dire vrai, c'est un homme d'affaires. Partout où vous voyez un homme d'affaires, tel que ce monsieur-là, diriger un truc ou créer un truc, il faut se poser la question. Cela est aussi vrai pour, par exemple, qu'est-ce que j'ai dit, Brent Hurst, dont j'ai fait mention. Brent Hurst, c'est quoi? Une foundation en Afrique du Sud. C'est une fondation qui s'occupe, d'abord c'est comme un think tank, mais ils ont une autre branche sociale, mais en dehors de ça, qui sont les propriétaires? Qui sont de De Beers, la famille De Beers, qui sont des grands acheteurs de diamants et d'or, parmi les grands acheteurs dans le monde, et qui ont eu beaucoup de connexions dans le passé avec la RDC, notamment à l'époque de Mobutu. Donc, partout où vous voyez un homme d'affaires, de la philanthropie, de tout ce que vous pouvez appeler la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la lutte contre certaines épidémies, tout ça, il faut, au-delà de ce qu'il présente, de cette face-là, se poser la question. Parce qu'un homme d'affaires est motivé par les profits. Il est obnu, c'est des gens possédés par, j'allais dire, qu'est-ce que je dis, obsédés par les profits, par l'intérêt. Alors, il y a eu tous ces contacts. Il y a eu deux pays. Il y a eu le Rwanda, je l'avais dit, et la Zambie, et d'autres pays, par exemple, du précaré français, qui étaient proches de la Mouka. Hein, ça, il faut le dire. Mais il y a eu aussi des pays de la SADC, je l'ai toujours dit, qui étaient très proches. C'est là, à ce moment-là, ça n'apparaissait pas, très proches des caches. Hein. Vous avez vu le président kenyan était là au rendez-vous avec Raila Odinga. Je l'avais dit. Et dans tout cela, il n'y a rien de mauvais parce que même aux États-Unis, dans des pays de tradition démocratique, la victoire aux élections ne se limite pas seulement ça se prépare à plusieurs niveaux. Hein. On ne peut pas interdire aux gens d'avoir des alliances, mais il revient à nous autres de chercher à savoir quelles sont ces alliances. Parce que le choix du peuple ne doit pas être utilisé pour l'intérêt de certaines organisations, de certaines multinationales qui peut-être travaillent contre nous. Je dis qui peut-être, pas dans tous les cas. Alors, on doit connaître quelles sont les alliances en dessous, tout ça. C'est un peu aussi ça notre travail, c'est de chercher à savoir, bon, au-delà de la fumée, d'où vient le feu, il est où? Il faut les localiser. Nous les disions qu'il y avait des forces qui travaillaient. Il y a des ONG, il y a des pays, il y a des personnalités. On sait aujourd'hui, par exemple, que
Soros est c'est beaucoup plus rapproché c'était beaucoup rapproché de Lamuka, il continue encore. Et quand je parle Soros, il y a même certaines organisations des droits de l'homme, par exemple. Vous avez Human Rights Watch, qui est très proche aujourd'hui de Soros. J'ai des informations sûres sur certaines réunions tenues. Certains médias, aussi bien francophones qu'anglophones, tout cela, on doit savoir parce qu'au finish, ces contacts auront un impact sur les résultats des élections et il y a des enjeux dont on ne parle pas beaucoup. Et au niveau des Cash, je n'ai pas vraiment, mais parce que Cash a travaillé dans une certaine discrétion, j'allais dire, en donnant l'image de n'avoir pas assez de moyens. Et c'était une stratégie de communication. J'ai suivi, par exemple, on parle aujourd'hui que non, les Kenyans avaient contribué, le gouvernement kenyan, à la campagne des Cash. Mais Cash donnait l'image, par exemple, ils savaient qu'ils auront un avion, mais ils donnaient l'image des gens qui, c'était beaucoup plus, c'est présenté à l'image du peuple, un peuple pauvre, et en faisant cela, voulait présenter la Mouka comme une affaire des riches. Vous savez, Moïse Katumbi, on dit qu'il a beaucoup d'argent, et donc c'est comme ça qu'il voulait présenter les choses. Ça, c'était pendant la campagne. Maintenant, est arrivé au moment, maintenant, des résultats. Je l'avais dit, ces résultats seront des résultats qui vont créer la controverse. Et les médias, aujourd'hui, je constate que ils sont plus, quand vous allez sur leur Twitter, vous voyez tous ces gens dont les phares étaient fixés sur la RDC, de plus en plus, il y a un désintérêt, parce que l'opération est finie. Le budget qui était mis en place pour cette opération a été consommé. Les gens ont fait leur travail, de part et d'autre. Alors, au niveau de la sous-région, il y avait des alliances. Et par rapport aux forces en présence, je disais que certainement Cash a de l'avantage. Parce que Cash, l'Afrique du Sud était derrière. Et par l'Afrique du Sud, j'entends plus ou moins la SADC, même si au sein de la SADC, il y avait, la Mouka jouissait aussi de certaines amitiés là-bas. Mais l'Afrique du Sud, qu'on le veut ou pas, c'est la tête, c'est la puissance économique de la SADC. C'est une puissance qui va même, qui fait sentir son poids sur le plan international, l'Afrique du Sud. Et tout simplement parce que ça se trouve en Afrique, il y a des compatriotes qui sont en Europe. Je prends l'exemple de mes frères. Il y a beaucoup de Congolais en Belgique. Le fait qu'ils se trouvent en Europe leur donne une sorte de, j'allais dire, avantage psychologique de croire que bon, là-bas c'est l'Afrique. Mais non, l'Afrique du Sud, sur le plan diplomatique, pris de manière singulière par rapport, par exemple, à la Belgique, c'est un grand acteur. C'est un plus grand acteur que la Belgique. Beaucoup de gens le savent. Surtout sur le continent africain. C'est pas pour rien qu'on crée ces organisations, parce que ça donne un plus, ça donne un poids extra, un poids diplomatique à un pays. Et quand il y a des tensions dans certaines zones, dans certaines régions, ça joue beaucoup. Alors, Cash qui avait que l'Afrique du Sud et certains pays de la SADC, Cash, je l'avais dit, avait les soutiens des États-Unis. À l'époque, les gens pensaient que c'était la propagande, c'était pour décourager les autres, mais c'est pas vrai. Vous n'avez qu'à voir les relations qu'entretient aujourd'hui les pouvoirs de Kinshasa avec l'ambassadeur américain.
M. Mike Hammer. Et de l'autre côté, vous n'avez qu'à voir les bashings dont a fait l'objet M. Félix Tshisekedi de la part des... principalement, je dis principalement parce qu'il y a aussi certains médias américains, finalement, qui avaient rejoint les groupes de ceux qui faisaient les bashings contre M. Félix Tshisekedi, principalement les médias de l'Europe. Cela se faisait même parfois un peu au mépris de certaines règles fondamentales du journalisme. On pouvait voir une sorte d'acharnement. On se posait la question, mais où est l'objectivité dans tout ça? Moi, j'ai eu à parler à une journaliste. Je lui ai fait remarquer un certain nombre de choses. Je lui ai dit, bah, par exemple, ici, c'est pas objectif. Je lui ai demandé, je lui ai envoyé certaines informations. J'ai dit, est-ce que vous pouvez publier ça? Elle l'a jamais fait. Donc, dans certaines rédactions en Europe, c'était une ligne à suivre. Il faut les bashing contre M. Félix Tshisekedi. Mais il n'y a rien de mauvais dans cela. Hein. C'est ça la réalité. Hein. Et au finish, nous avons des résultats. Les régimes de Kinshasa, il faut qu'on les dise, avaient un choix à faire. Parce que je parle au-delà des urnes. Avaient un choix à faire. Si on était Chadari, ce qui était le plan, après que, bon, c'était évident que les États-Unis et la communauté internationale ne voulaient plus les Kabila à la tête du pays. À un moment donné, ils ont cru que, bon, voilà, il fallait positionner quelqu'un de leur camp, mais se rendant compte que ça va provoquer des troubles sérieux et qu'ils vont perdre. Je dis, le régime de Kinshasa n'avait pas perdu tous les soutiens à l'extérieur. Pas du tout. Par exemple, dans la SADC, l'Afrique du Sud a joué avec l'Angola pour amener Kabila à ne pas se représenter. Les rôles de l'Église catholique. J'ai dit, bon, en tout cas, dans les prochains jours, je vais publier ça. Quand ils sont allés en Afrique du Sud, déjà là, il y avait une lutte. L'opposition n'était pas unie. Je l'ai dit sans parti pris. Moi, j'avais dit que cette histoire des candidats uniques ne devrait pas être une priorité parce que ça va diviser l'opposition. Je savais de quoi je parlais parce qu'en coulisses, chaque candidat s'est positionné. L'organisation qui avait invité les opposants en Afrique du Sud était approchée. Déjà à l'époque, il y avait une lutte. Il y avait une part donc cache soupçonnait déjà cette organisation. Les gouvernements sud-africains avaient soupçonné cette organisation. Comme quoi, elle travaillait pour l'avantage de M. Martin Fayulu. Ça, il y a même un article dans la presse sud-africaine où on avait dit clairement que cette organisation travaillait pour Martin Fayulu. Pourquoi? Parce qu'on estimait qu'il pouvait gagner les élections. Comment? Parce que l'Église catholique, excusez-moi, la Senko, pas l'Église catholique, la Senko, au sein de la Senko, parmi les dirigeants de la Senko, il y avait Martin Fayulu jouissait de certaines amitiés, de certains soutiens là-bas. Quand on veut gagner les élections, ça demande beaucoup de choses. Il s'avère que la personne que les Sud-Africains souhaitaient succéder à Kabila n'était pas Martin Fayulu. C'est comme ça que la ministre sud-africaine, je l'ai dit et je l'ai redirai, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, va publiquement s'attaquer à cette organisation et particulièrement à un dirigeant de cette organisation. On avait démontré à ces dirigeants que non,
avec les soutiens de l'Église catholique, Martin Fayulu, et des deux autres opposants, donc Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu le parti favori. Plus le temps passe, plus nous allons comprendre ce qui s'est passé. Moi, j'étais au courant. La vidéo que vous voyez aujourd'hui, on est en train de prier pour messieurs Félix Tshisekedi. Moi, j'étais au courant de cette prière faite sur lui. Le jour même que cela s'était fait au Ghana. Je ne vous dirai jamais ma source. Le jour même. Il y a tout un réseau de part et d'autre. Je l'ai dit l'autre fois, il y a une guerre qui ne dit pas son nom au niveau des églises. Et ça ne se passe pas seulement en RDC. Au Sénégal, c'est connu de tout le monde. Tu ne peux pas devenir, en tout cas, c'est difficile de devenir président sans le soutien. Il y a une confrérie musulmane très célèbre, très prestigieuse au Sénégal là-bas. Donc, tout cela a joué au-delà des urnes, au-delà des choix faits par le peuple. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous avons M. Alain Dos. Lui, en tant que médiateur des accords de Genève qui ont engendré la Mouka, devrait se garder. Parce que demain, on peut encore recourir à la fondation Kofi Annan. Il devrait se garder d'intervenir si publiquement dans cette controverse. Au-delà des urnes va aussi les menaces que nous entendons. Hein? Non seulement nous entendons, je dispose des informations, je dis bien, très sensibles. Jusqu'hier, j'étais en train de demander à ma source, j'ai même une photo, pas une photo, j'ai des photos, des informations très sensibles sur la menace qui pèse sur notre pays. Et quand je le dis parfois, je dis aux gens, faites très attention, ne restez pas dans l'euphorie. Jusqu'hier, je demandais à ma source, est-ce que je peux publier? J'ai pratiquement fait une veillée. Parce qu'on me disait, attends un peu, attends. Ce qui m'a apaisé, c'est un peu plus tard, quand j'ai vu le fils de Sassou Nguesso, je crois qu'il s'appelle, si c'est Christelle, si c'est Christ. Bref, on l'appelle Kiki, son surnom. Quand il est venu rencontrer le président Félix, c'est une visite qui est passée un peu inaperçue. Hein, on n'en a pas beaucoup parlé. Mais quand vous regardez la qualité de l'émissaire, parce qu'il a été envoyé par le président Sassou Nguesso, c'est son fils personnel. Et la proximité qu'il a avec certains acteurs dans notre pays, parce que les gens ne le savent pas, c'est fils de Sassou Nguesso. Enfin, il y a beaucoup de gens qui le savent aussi. Il a dans ses veines le sang de Congo-Brazzaville, de Congo-Kinshasa, autant qu'il a dans ses veines le sang de Congo-Brazzaville. Il a une parenté avec le cardinal Mosengo. Ça m'a un peu apaisé. J'ai dit, peut-être on va on est en train de désamorcer une crise. C'est vrai, je vous dis la vérité. Il y a eu des gens qui ont traversé le fleuve. Le cash n'était pas leur objectif, c'était au cas, les scénarios, c'était au cas où on disait que Chadari a gagné.
des gens qui avaient traversé. Il y a des armes au Congo à leur disposition. Il y a du matériel logistique à leur disposition. Ces groupes étaient en contact. J'ai publié sur mon mur, merci à un compatriote, parce qu'il y a toujours des gens qui lisent et qui nous corrigent, qui m'a dit non, Executive Outcome n'existe plus, légalement parlant, qui est une maison de mercenariat sud-africain. Mais l'un des fondateurs, c'est au fait comme ça que j'avais été un peu, j'étais pressé de dire Executive Outcome. L'un des fondateurs d'Executive Outcome a été vu à Brazzaville. Je vous donne ce qu'on appelle en anglais intelligence, donc les renseignements. Je ne parle pas des rumeurs, pas d'informations, mais les renseignements. Il y a des gens au Katanga. Je ne dis pas qu'ils vont entrer, non, au Katanga. Autant que Brazzaville a servi de point de départ, autant la Zambie a permis aussi l'entrée de certaines personnes, au-delà des urnes. C'est pas pour rien que les Américains avaient envoyé les militaires qui sont au Gabon. Ils n'agissent pas sur base des rumeurs. C'est sur base des informations, des renseignements plutôt. Donc, les pays, j'espère, c'est pour cela que j'avais dit aux gens de prier, j'ai dit les pays est encore en train de connaître une période très difficile. Mais comme beaucoup de choses se font dans les coulisses, on est en train d'essayer de désamorcer, de trouver le moyen de privilégier le dialogue, parce que le dialogue n'est pas rompu, qu'on ne vous trompe pas. Tout ce que vous entendez dans les médias, c'est faire monter les enchères, mais on a frôlé alors une situation qui allait être très catastrophique. Je n'en dirai pas peut-être plus, mais c'est un peu ça. Je dis bien, j'ai ça. Vous allez comprendre pourquoi le gouvernement sud-africain, d'abord pour rafraîchir votre mémoire, après les élections, quel est le pays qui a demandé une réunion au niveau des conseils de sécurité pour qu'on parle des résultats des élections en RDC? C'est la France. Parce que pour les Français, l'enjeu, c'est le pétrole qu'on a trouvé au Congo. Les gens parlent seulement du pétrole au niveau de Virunga. Mais quand vous prenez une partie de Kinshasa à Kinshasa jusque dans le Bas-Congo et une partie de Brazzaville, il y a une nappe pétrolière de très grandes quantités là-bas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ça a été publié dans la presse. Quand on parle de Congo riche, c'est au-delà de ce que nous pensons. Et il y a des groupes qui sont intéressés, il y a des groupes qui avaient déjà signé des contrats. La France a demandé cette réunion. Mais juste avant les débuts de cette réunion, suivez, nous avions publié ça, nous avions traduit ça. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud aux Nations Unies, quand on lui a dit que nous voilà, la CENCO a dit, parce qu'ils avaient les informations sur la position de la CENCO, qu'est-ce que cet ambassadeur a dit? Ce n'est qu'une ONG. Les gens ne comprenaient pas. Parce que les États agissent en fonction de renseignements, et les renseignements, généralement, les États préfèrent avoir
des renseignements pour anticiper. Je vous donne un autre exemple. Quand Kabila a chassé les représentants de l'Union européenne, la plupart, nous tous, on n'avait pas bien compris, mais on disait on saura pourquoi. Pourquoi va-t-il les chasser et laisser, par exemple, l'ambassade de France, l'ambassadeur de France sur place à Kinshasa et d'autres ambassadeurs de l'Union européenne? On a pensé que c'était une mesure de représailles tout simplement parce qu'on avait maintenu les sanctions contre Chadari. Mais quand vous regardez par la suite la réaction de l'Union européenne, surtout quand l'Union africaine, sous une partie de l'Union africaine, sous la houlette de Paul Kagame, a décidé d'intervenir dans les résultats des élections à RDC, vous pouvez comprendre que Kabila était, bon, il est chef de l'État, il était chef de l'État, il avait l'avantage d'avoir les informations des services secrets congolais, mais en dehors, au-delà, quand on est à la tête d'un pays comme la RDC, d'ailleurs, beaucoup de pays ne se limitent pas à seulement avoir des informations venant de leurs propres services, ils recourent à des privés et même aux services d'autres pays amis. La suite, la réaction de l'Union européenne a révélé que, ah voilà, donc il y avait une guerre souterraine qui se menait entre ces gens ici. C'était pas un hasard. Quand je vous ai parlé de consulting, maintenant rentrez dans le propos de l'abbé Chollet. Vous allez comprendre, quand il dit, nous avions des gens, des experts, mais on n'a jamais donné les noms de ces experts, la maison qu'ils représentaient, jamais. Cela est vrai aussi pour Cash. Chacun est allé dans ces élections avec son agenda caché. Il revenait aux vraies analystes des chercheurs à savoir, ben, écoutez, ces élections ne sont pas transparentes. C'était clair qu'elles ne seront pas transparentes. Mais pourquoi les gens s'engagent? Pourquoi on est en train de pousser les acteurs à aller jusqu'au bout? Pourquoi le maintien des machines à voter? Pourquoi ceux qui rejetaient les machines à voter, finalement, se sont engagés aussi? Notre pays est au centre d'une lutte de plusieurs forces antagonistes. Certaines, nous ne les connaissons même pas jusqu'aujourd'hui. Mais plus le temps passe, plus nous saurons, pour ceux qui veulent chercher, nous saurons qu'est-ce qu'il y a exactement. Et cet antagonisme entre ces forces qui ne viennent pas pour le bien des Congolais, il faut le dire, pour leurs propres intérêts, finit par créer des problèmes entre nous. C'est comme ça qu'on a des tueries à caractère ethnique. On peut, moi je fais des petites études de conflits, je vous ai toujours dit ça. On peut fabriquer un conflit, on vient vous les jeter, on actionne ça et la spirale va commencer à fonctionner d'elle-même. Vous commencez à vous entretuer. On n'a même plus besoin de vous pousser parce que vous êtes tellement opposés assez que bon, ça va continuer de génération en génération. Et si nous ne faisons pas attention, je dis bien, nous risquons de nous retrouver dans cette situation. C'est très important ce que je dis ici. C'est pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Les Sud-Africains étaient au courant de beaucoup de choses par leurs services. Il y a eu une guerre entre l'Afrique du Sud et d'autres pays de l'Afrique du Sud.
cela s'entend avec d'autres pays de la SADC, contre certains intérêts occidentaux chez nous. Quand je dis cela, cela ne veut pas dire forcément que ça profite au peuple congolais. Non, je ne dis pas ça. Moi, je constate seulement qu'il y a une lutte autour d'un géant, autour d'une proie, des fauves, une lutte de fauves qui se battent. Et il me semble que cette lutte aujourd'hui, parce que d'une part, on voudrait une opposition républicaine, mais en même temps, en parallèle, c'est une rébellion qui est en train de se mettre en place, même pas seulement une rébellion, mais on est en train de préparer un coup de force, une sorte de coup d'État sur place. Je dis bien coup d'État. Mais espérons que tous ces contacts, parce que d'après mes informations, d'après mes sources, on a vu Kiki, le fils de Sassou à Kinshasa, mais d'après mes sources, il y a eu d'autres contacts avant. Donc, arrêtons qu'on ne fasse pas nous croire. Vérité, nous ne le saurons jamais, parce que ça a été voulu ainsi, parce que ceux qui étaient les vrais, chaque camp allait dans ces élections avec un agenda caché. Moi, je suis chrétien, j'aimais toujours, c'est comme un combat spirituel. C'est-à-dire que les choses se passent dans une autre dimension, et puis ça se reflète sur le monde réel ici. Mais tant que tu n'auras pas compris qu'est-ce qui se passe dans une autre dimension, tu vas te contenter à faire la lecture par rapport à ce que tu vois dans ton entourage. Aujourd'hui, les masques vont tomber de part et d'autre. Les masques vont tomber. Mais au-delà de tout cela, c'est pour cela là où j'ai dit qu'il est important qu'il y ait un dialogue entre Lamouka et Cash. Je ne dis pas que c'est facile, parce que ça doit commencer au niveau de toutes ces puissances-là, qu'ils arrivent à une sorte de consensus. S'il n'y a pas ça, nous risquons, je dis bien, nous risquons de vivre une situation de violence, de chaos, parce que il y a effectivement des armes et des hommes prêts, je l'ai dit et j'assume, j'ai des sources très très sûres. Et beaucoup de chancelleries sont au courant de cela, chez nous. Et ici, je voudrais attirer, je vais aller un peu plus loin, aux habitants de Kinko Lensele. Faites, vous les pêcheurs, faites très attention. Les habitants de Kinko Lensele, quand les gens disent que c'est un calme avant la tempête, vous avez commis l'imprudence de le dire, mais personnellement, j'avais des informations sur, parce qu'il n'y a pas que l'ANER, il y a tous les services secrets de tous ces pays-là, qui sont en train de se faire la chasse. Hein? Quand elle prend l'avion, quand elle émissaire part, quand il y a ça, et des gens qu'on recrute à gauche et à droite, rien ne se fait sur cette terre sans laisser des traces. Rien. Moi, mon problème, ce n'est pas ça. Mon problème, c'est que j'ai pris, et nous devons prier, que les dirigeants de ces deux camps puissent trouver, par rapport à la situation actuelle, qu'ils puissent trouver une solution. Et même pas seulement Cash, mais même les camps des Kabila. Qu'ils arrivent à une sorte de consensus pour que ces peuples meurtris ne puissent pas être encore victimes des ambitions des uns des autres. Il fallait qu'il y ait un gagnant. Dans ces élections chaotiques, il fallait qu'il y ait un gagnant quand même.
Croyez-moi, si c'était Fayou, il y aurait toujours la contestation. Peut-être elle serait encore beaucoup plus vive. Les changements de position que vous voyez quand vous entrez dans les câbles diplomatiques. Mais là-bas, vous voyez, en tout cas pour les cas, je commence quand vous prenez, pour les acteurs qui étaient actifs depuis longtemps, des câbles diplomatiques révélés par Wikileaks. Vous regardez comment ces gens agissent, ben vous allez dire que qu'ils nous guettent chez Amala, moi. Moi, je suis entré dans les câbles diplomatiques, même de nos pays voisins, hein, et entré à nos pays voisins. Oh ben non. Ce ne sont pas des enfants de cœur, pas du tout. Ma prière que, au-delà de tout cela, nous puissions. Merci beaucoup, Alain Mouteba. Ça s'appelle Touba. C'est une grande confrérie très influente au Sénégal. En fait, l'Église catholique, c'est comme un peu la Touba de chez nous. Il veut se positionner comme ça. Du moins une partie, la Cinco. Ces histoires vont au-delà de ce que nous voyons. Il y a des gens qui sont déterminés que non, et c'est par rapport aux intérêts économiques. Les marchés de cobalt. Il y en a qui rêvent que Makambouane ko salamate sans que Bissoto Zala impliqué. Parce que les risques est grand qu'ils ne se retrouvent même plus, qu'ils ne soient plus impliqués. Enfin, quand je voudrais dire, qu'ils ne soient plus impliqués. Donc pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Et ils ont derrière des puissances qui sont tellement voraces et qui feront tout. Mais quel jour le Congo aura-t-il la paix? Quel jour? Ça fait maintenant 20 ans. Nous, quand on a grandi, je me souviens un jour, on avait tiré, il y avait on les appelait des BCRS, qui avaient tiré une seule balle au marché central. Mais tout Kinshasa, et je dis bien tout Kinshasa, avait bougé parce qu'on a tiré une seule balle. Quand j'étais enfant. Et puis un jour, je verrai des armes lourdes, je dis bien lourdes, dans mon quartier. Je pensais que c'est la fin, alors que ce n'était qu'un début. Les dialogues doivent rester permanents. Sinon, bon, ce sera compliqué. Hein? Et puis, bon, il faut le dire. Parce qu'à ce niveau-là, on ne se pardonne pas hein, quand on arrive à ce point. Quand vous amenez des armes, vous les faites entrer clandestinement. Tel est le cas. Avec le soutien, la complicité d'un État voisin. Mais ceux qui se sentent menacés, ils se préparent, ils ne sont pas mains vides. Parce qu'il faut le dire, la réplique sera aussi à la hauteur de la menace. Dieu merci, il y a des ponts maintenant. J'espère que ça va aboutir à la paix. J'espère.
Le président zambien, Edgar Lungu, dans son pays, la Senko à lui, demande le dialogue. Il ne fait pas. En 2016, il avait gagné des élections. Les résultats étaient contestés. L'opposition avait demandé l'intervention et la Senko avait demandé la Senko de chez lui, pour prendre cette expression, pour faciliter la compréhension. La conférence épiscopale de chez lui avait demandé l'intervention de la SADC. Il avait catégoriquement refusé. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de manque de transparence, tout ça. Moi, je ne blâme aucun candidat. Je dis la CENI est responsable. Ce n'est pas la faute ni de l'un ni de l'autre. Mais je dis que chacun avait des contacts. Ce n'est pas mauvais, mais ça ne doit pas amener, parce que nous parlons d'élection. Mais ça ne doit pas amener, il y a des moyens purement citoyens pour faire pression, des moyens démocratiques, des meetings, ça c'est bon. Mais si en parallèle, vous avez des meetings et puis vous allez prendre des gens qui amènent des armes et qui vont tuer encore les Congolais, mais non, là, ce n'est plus la démocratie. Les grands avantages que nous avons, ça je dis par rapport à notre pays, c'est parce que nous devons savoir tirer profit de certaines situations. C'est la position des Américains. Mais elle n'est pas basée sur nos intérêts. Hein. Il ne faut pas se tromper. Hein. Mais si les dirigeants d'aujourd'hui, quand je parle dirigeants, si ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition peuvent comprendre que le pays, dans cette nouvelle donne, peut profiter, ben, nous allons régler certaines choses, hein, même avec certains pays voisins. Je ne parle pas de la guerre. Nous allons récupérer notre influence. Parce que l'intérêt supérieur de la nation, quand on en parle, mais c'est quelque part dire, bah, écoutez, mettons un peu de côté cette affaire d'élection, parlons. Parlons pays. Nous sommes en train de... Nous n'allons pas laisser, et d'ailleurs ce n'est plus le moment, maintenant que nous avons un réseau beaucoup plus élargi, nous avons des gens très crédibles, nous n'allons pas laisser... Nous sommes contre la guerre. Elle ne résout pas de problème. Il y a des gens qui ont fait des rébellions, ça n'a pas résolu les problèmes du Congo. Par contre, ça crée... Aujourd'hui, les gens dénoncent la misère qui est au Congo. Mais vous connaissez les effets d'une guerre? Pourquoi l'Europe avait obtenu l'aide des Américains après la guerre? Parce que la guerre vient détruire tout. Sur le plan économique, ça va vous prendre du temps pour... Quand il y a eu le pillage au Congo, mais jusqu'aujourd'hui, nous payons de ces pillages. Entre-temps, nous disons qu'il faut, quand on vous tend la main, ben, on comprend parfois il y a des postures, tout ça, on voudrait venir à la table de négociation en position de force, ça on comprend, mais quand on amène des mercenaires, parce que c'est les cas, hein, quand on prend des fils de pays, hein, en Afrique du Sud, en Europe, des anciens militaires, parce que c'est le cas, et nous prions Dieu qu'on nous autorise, nous allons publier les communications, je dis bien communication, les noms, nous avons les noms, les lieux, les types de matériel. Les Congolais ont droit à la paix.
Notre démocratie ne sera pas parfaite aujourd'hui. Mais nous avons droit à la paix, surtout que nous sommes ce que nous sommes à cause de la guerre. On ne peut pas être tout le monde président de la République. J'espère, hein, je dis j'espère que aujourd'hui, parce que chez moi, c'est des assemblées, qu'il y aura un message de paix en Guinée. Bon, les gens ont le droit de revendiquer, de dire qu'écoutez, les élections n'étaient pas transparentes. Ça, c'est un droit. Les gens ont le droit de s'assembler, mais faire appel à la violence, ça va nous amener nulle part. Il faut savoir gérer ses frustrations. Parce que nous ne voulons pas demain quand on va arrêter les gens, certains dirigeants, qu'on dise, ah non, bah, Azaki a arrêté injustement. C'est le moment d'éviter d'être arrêté injustement. De dire que non, il a été détenu injustement à la haie. C'est ça le moment. Il ne faut pas attendre quand ça arrive. Parce que ceux qui sont en Kinshasa, là, ce ne sont pas des enfants de cœur aussi. Hein. Ils vont vous dire, mais vous, messieurs, vous n'avez pas eu d'évidence. Au nom de quoi vous voulez que nous partions? Qu'on arrête hein, d'instrumentaliser des jeunes, des étudiants. Ça ne sert à rien. Et c'est cousu de fil blanc. On sait ce qu'il y a. Mais entre-temps, nous disons aussi au pouvoir en place, poser, envoyer des signaux forts de changement. Mais ne rêvez pas, même quand les gens parlent des 100 jours. C'est-à-dire, dans un pays comme les États-Unis, où l'État existe réellement, où il y a une administration bien assise, on parle des 100 jours, vous voulez aussi qu'on parle des 100 jours au Congo. Mais vous rêvez. Vous pensez qu'on va combattre la corruption et venir à bout de ça pendant les 100 jours? On a besoin d'un mandat. En disant cela, cela ne veut pas dire mandat, croiser les bras, non. Même en disant cela, ça veut dire que pendant les 100 jours, envoyer des signaux forts, ne serait-ce que ça. Cette armée-là, sans froid aux yeux, doit être réformée. On a des généraux dans cette armée qui n'ont rien d'un général. Ils le sont devenus par le nombre de victimes qu'ils ont causées et la quantité de minéraux qu'ils ont exploités illégalement et exportés à l'extérieur du pays. Il faut réformer cette armée, il faut le système de l'éducation, mais il faut, je dis, il faut même des états généraux pour que les gens puissent repenser notre éducation, parce que c'est par terre, quand vous regardez les niveaux des enfants qui sortent de l'école primaire, de l'école secondaire, même des universités. C'est regrettable qu'un homme comme Moussa Nyamwisi, avec son record, comme on dit, parce que parfois les gens vous obligent de dire, moi je me dis, mais quand on a été dans la rébellion, on a été aux affaires, écoutez, à un moment donné, on doit tirer des leçons. Qui se pavane en disant, ça sera la tempête sur tes enfants ou bien sur la population de Beni et de Butembo.
À partir du moment, les Congolais veulent une chose de son contraire. J'étais en train de dire à une soeur à moi, je dis, écoutez, si vous voulez le changement radical, en tout cas s'ils avaient voulu, il ne fallait pas aller aux élections. Avant les élections, il fallait faire un coup. Il fallait une rébellion, une révolution, je ne sais pas appeler ça comme vous voulez, à éradiquer le régime. Mais à partir du moment où vous acceptez d'aller aux élections avec ceux qui tiennent le système, vous devez vous attendre à ce que les résultats puissent être en votre faveur ou pas. J'ai dit à un Congolais qui est très bien introduit, que je respecte beaucoup, hein, qu'on invite dans les congrès, c'est l'un des rares Congolais qui a accès au congrès pour parler, tout ça, partout dans les think tanks. Il a écrit un article et je lui ai dit, mais dans ton article ici, tu jettes de l'huile sur le feu. Il n'y a que des rumeurs, il n'y a pas de faits, des facts. Il n'y en a pas. C'est vrai qu'on peut avoir caché les faits quelque part, mais aussi longtemps que tu n'en as pas, pourquoi tu jettes de l'huile sur le feu? Et demain, quand il y aura des problèmes, parce qu'il a une grande audience, je dis, tu vas encore te plaindre. Ah, que Bamindelo, Basali, mais vous donnez de la matière. Ceux qui sont au pouvoir doivent aussi faire preuve de beaucoup d'humilité. Écoutez les autres. Pas de triomphalisme. D'ailleurs, le vainqueur a dit, ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. Allez, je vais prendre des commentaires et des questions. Lisa Maria, parce que les élections sont toujours préparées par les puissances à l'extérieur, c'est que le voix du peuple ne valait rien. Ça, c'est maman Lisa. Moi, je n'ai pas dit ça. Je suis en train de constater une chose. Il arrive des fois que c'est lui qui gagne, bien qu'il y ait le soutien à l'extérieur, et réellement, c'est lui qui a gagné. Mais s'il arrive que tel n'est pas le cas, il faut toujours contextualiser les choses. Nous ne sommes pas un pays normal. Chez nous, une dispute électorale peut très vite devenir une guerre sanglante. Et apparemment, certaines puissances occidentales ont compris, notamment les Américains, ils ont dit, bon, parce qu'on ne connaît pas, les gens disent, oh, il y aurait un deal. Écoutez, à partir du moment où vous n'avez pas de fait. Donc, on va brûler le pays à cause d'une histoire, on ne sait pas. Si ça existe, si ça n'existe pas. C'est comme ça que certaines puissances ont dit, bon, qu'est-ce qu'on cherchait? L'alternance. Et elle a eu lieu, si on doit comparer avec d'autres pays. Elle a eu lieu. Ah non, le président qui sera là, il n'aura pas de pouvoir. Qui vous a dit ça? Il aura les pouvoirs que la Constitution lui reconnaît. Point barre. Si on les change, on met son concurrent, eh bien, ce sera la même chose, à l'exception de Chadari. Vous prenez notre candidat de l'opposition, vous le mettez dans cette position-là. Mais lui, il aura plus de pouvoir par rapport à l'autre. Comment? Parce que la contestation, de part et d'autre, ne se fait même pas au niveau des législatives et des provinciales, c'est les présidentielles. Allez.
Eric M. Kabamba, il dit Anglo-Congo, je t'ai envoyé une nouvelle demande d'amis. Ah, Eric, je vais essayer de retrouver ça. J'en ai des milliers. Il arrive des fois, je me réveille le matin, je commence à prendre des requêtes d'amitié, mais j'ai choisi aussi, il faut le dire. Je regarde les profils, je regarde les amitiés communes, je regarde les articles que quelqu'un publie. Je suis aussi un peu sélectif. Ça, c'est pour la vérité. Victoire Eza dit salut Anglo-Congo, salut. Merci beaucoup, Victoire Eza. Midole, dit bonjour encore. À vous entendre, je me pose la question, est-ce qu'il y a un avenir avec Fachi à la tête du pays? Bon, moi, je ne suis pas Dieu. Hein. Je dis, cet avenir dépend de la volonté de nous tous. Surtout, bon, avenir avec Fachi ou pas, mais le plus important, c'est l'avenir du pays. Vous le faites partir. Mais les autres risquent de faire la même chose, non? Parce que les fabricants d'armes, ils continuent à fabriquer d'armes. Et quand ils fabriquent, c'est pour vendre. Le modèle dit sur base de vos infos, is the country now safe? Bon, un pays, la sécurité des pays est toujours relative, mais nous sommes dans une situation un peu difficile là, sur le plan sécuritaire. Ça peut même avec la présence de tous ces gens, de tous ces matériels, ça peut toujours être safe. Hein? C'est un problème de volonté. Rodrigo Darius dit à Papa Ngo, est-ce que vous avez remarqué que les ballons Fayoulou est en train d'être dégonflés parce que les grosses baleines sont en négociation pour les retours dans les affaires? Bon, d'abord, les négociations, ça, j'encourage. Si ça va dans le sens des désamorces, au-delà des ambitions qu'ils peuvent avoir pour être... Mais si ça va dans le sens de désamorcer cette bombe, hein, cette menace qui pèse sur notre pays, je dis tant mieux. Si quelqu'un va en trouver un poste ministériel, quant à lui, mais on va au moins les tenir comptables de sa gestion. Allez, Lisa Marie a dit, qu'est-ce que les puissances qui soutenaient Lamuka pouvaient gagner avec Fayoulou, non avec Félix? Avec Fayoulou, ils ont des minéraux gratuitement? Non, pas du tout. Mais ils ont aussi leurs problèmes de leadership à un autre niveau, au-delà du Congo. Les Belges, par exemple, ils voudraient bien qu'ils restent des éternels commissionnaires et intermédiaires sur le dossier de la RDC. Allez, Maman Ginette Moupane dit, on peut donc conclure que la Mouka veut prendre les armes pour déstabiliser le pays, donc ils ne font rien pour l'intérêt du peuple, mais pour leur propre. Bon, pas la Mouka dans son ensemble, hein. Je dois aussi être correct. Je parlais par exemple avec un dirigeant de la Mouka, disons un cadre, qui m'a dit on offre que non, nous, cette histoire des armes, nous prenons distance. Et d'ailleurs, ce n'est pas un secret, Jean-Jacques Mamba l'a dit, clairement, il est cadre de MLC. Il a dit que non, lui n'est pas d'accord avec l'approche de Moussa Niamouis. Que le MLC est un grand parti, était prêt à faire l'opposition républicaine. Alors, ceci étant dit, nous verrons dans l'action. Mais c'est déjà un bon discours. Lisa Marie a dit, pourquoi ils n'ont pas fait cette rébellion à Kabila pour prendre le pouvoir? Bon, très bonne question. Mais non, parce qu'ils ne voulaient pas faire la rébellion de peur de donner à Kabila un prétexte, d'utiliser sa machine de force. Ils voulaient aller jusqu'au bout, se diront-ils.
Pierre Kamounimo, bonsoir en Congo, s'il vous plaît. Pouvez-vous ne pas supprimer ce direct? Je ne sais pas si je vais les supprimer, je ne sais pas, je ne peux pas garantir. Tout dépendra. Hein. Allez, Anglo-Congo, ça c'est Rodrigo Dario, c'est dit, vous avez raison, hier j'ai suivi Kovo Ingila, un de Lamuka dire que bateau, il y a Minuki Bazali sur la chaîne de Mbemba CCTV. Bon, ça n'engage que Kovo Ingila. Officiellement, le MLC n'a jamais dit ça. Mais je dis Kovo Ingila, ça n'engage que lui. Mais je constate que le MLC est dans Lamuka et il y a une partie des gens de Lamuka, en tout cas quelques leaders, qui sont en train de prôner les recours à ce qu'ils appellent la lutte armée. Ils viendront, parce que dans leur programme, c'est après s'ils font les coups, ça sera les référendums, comme il y aura l'euphorie, tout ça. Donc, on va aller de coup en coup et ça va aller où? La meilleure guerre qui puisse se faire, c'est la négociation, c'est le dialogue, c'est tout. Kabouya Inès Ginette dit Anglo-Congo, pourquoi Bamema qui va armé na 18 ans à Kabila? Bon, maman en a évité, je ne sais pas moi, je ne sais pas. C'est une bonne question, mais comment saurais-je répondre? Ginette Moupanda, il dit les chrétiens doivent continuer à prier pour que Dieu se charge des ennemis du pays pour qu'enfin nous ayons la paix. Oui, que Dieu les touche. On comprend qu'il y a des frustrations, c'est vrai, mais cela ne veut pas dire que aller prendre les armes, venir tuer les gens inutilement, provoquer des troubles dans la capitale, ça va résoudre le problème. Non, pas du tout. Lily Rose, qu'est-ce que vous pensez, Papa Anglo-Congo, de ce silence des Américains face aux appels à la rébellion au pays? Non, ils sont actifs, les Américains sont en train de jouer dans les coulisses, parce que la diplomatie ne se fait pas sur les toits. Ils sont en train de jouer en coulisses pour désamorcer cette menace. Peut-être qu'ils ont déjà réussi, quoi. Peut-être, je dis bien. Maman, je vous jure, l'organisation Nyoso Wana Touroyo, et Kosimbate et Nazali, message ils vont tomber à cause du Congo, Bako Panzana, et surtout le président Félix et les choix de Dieu. Donc, restons optimistes. Bon, ça c'est une opinion. Je dois dormir. Hein. Fayoulou n'est pas le candidat des Américains. S'il était, ils auraient réagi comme ils l'ont fait au Venezuela en soutenant l'opposant. Bon, ça c'est Rodrigo. Ouais. Rodrigo, lui encore, il dit comment pouvons-nous parler pays lorsqu'un journaliste congolais très suivi en Belgique continue à teaser les faits sans conscience. Ah, ça, si cela est vrai, c'est très déplorable. C'est très déplorable. Allez, je dois arrêter là parce que je me sens fatigué et je dois prolonger mon sommeil. Bon, il y a des gens qui s'y disent, Maman Monique Pochidi, Lily Rose Fabien, Soanik en France, Joël Condé, Balian Gando en Amérique. Bon, moi, je n'ai pas cité les noms des gens. Il y en a que je connais, d'autres que je ne connais pas. Je ne parle pas des... Écoutez, au niveau des Congolais, là, c'est attiser des petites polémiques entre nous. Ça n'a aucun impact. Enfin, ça a un impact, mais très limité. Je parle des grands médias. Mais quand des trois Congolais, il y a celui-ci là, bon, c'est regrettable. Quand, par exemple, ça prend des allures, où on commence à faire la discrimination, enfin des propos discriminatoires contre les gens par rapport à leur province, par rapport à leur tribu, là, c'est très regrettable. Mais le reste, écoutez,
faire une vidéo, parler de l'actualité politique ne veut pas dire que c'est vous qui faites de l'actualité politique. Elle est faite par les autres. Nous tous, nous venons faire l'analyse ou les commentaires sur ce que font les autres. Allez. Excusez-moi, chers amis, je ne saurais pas tout lire, je me sens vraiment épuisé et je dois me préparer à autre chose. Je suis en train de voir à qui répondre. Mais là, je vous laisse. Ok, bye bye. Que Dieu vous bénisse. Pour celui qui m'appelle, je te promets que je vais te prendre tout de suite là. Dès que je termine, je vais me brancher, je vais te câbler comme ça, on va parler. Desmond Kanstutu, tu me dis bonjour chez toi. Je t'ai demandé comment accéder au câble diplomatique. Y a-t-il moyen de nous faire un tutoriel? Merci beaucoup. Oui, il y a moyen. Il y a un frère qui m'avait demandé. Je lui ai montré comment accéder à ces câbles. Aujourd'hui, quand vous entrez dans les câbles diplomatiques, on n'a pas des informations récentes. Hein? Mais on a des informations du passé dont nous vivons les conséquences aujourd'hui. Et là-dedans, il y a encore un bon nombre d'acteurs qui sont encore actifs sur la scène politique. Vous entrez dans les câbles diplomatiques et vous verrez comment dans les couloirs, les propos qu'ils ont tenus, hein, leurs actions secrètes, et ça va vous donner une idée. Donc, Desmond Tutu, si tu me contactes, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, tu me contactes en inbox, on pourra voir. Mais tout de suite, là, je dois prendre un appel important, là. Non, je dois relancer cette personne qui m'a appelé. Une belle émission, mais tu es visiblement fatigué. Va te reposer pour reprendre tes forces pour demain. Félicitations, bon travail. Plein de bravo, que Dieu te soutienne. Merci beaucoup, merci d'avoir compris que je suis fatigué. Allez, bye bye. Que Dieu vous bénisse. Les chrétiens, vous êtes nombreux ici. Continuons à prier. Et surtout, ne nous arrêtons pas seulement à prier, mais demandons aussi à Dieu de nous rendre capables de reconnaître les signes, de reconnaître l'exaucement de notre prière. Parce que dans tout ce qui se fait ici, peut-être qu'il y a la réponse de Dieu, hein, mais nous ne reconnaissons pas ça. Parce que peut-être ça ne correspond pas à ce que nous voulions avoir comme réponse. Mais une fois que tu comprends que c'est ça la réponse de Dieu, on prie pour consolider, pour que nous puissions bénéficier de cette réponse, mais surtout prions pour la paix. Prions pour les gens de Lamouka, prions pour les gens de Cash, prions pour les gens de FCC, prions pour Kabila, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour Martin Fayoulou, prions pour nos voisins, prions pour la RDC. Nous avons besoin de la paix, nous n'avons pas besoin de la guerre. Il y a moyen que certains problèmes soient réglés au moyen des dialogues et beaucoup de pays ont été sauvés grâce au dialogue, qui est une méthode de paix pour résoudre des problèmes. J'ai dit, je vous remercie. I love you so much. Minami penda sana, Mungu amibariki. Bika fumunzami kanu sakumuna. Mukalenga nzamba no benesha. Allez, bye bye. Tukutane.